Liberté, égalité, fraternité, des mots gravés dans la pierre. Mais qu'arrive-t-il quand un uniforme les trahit, prêt à découvrir un combat pour la vérité? Si cette vidéo vous inspire, commentez justice et partagez-la. Une révélation choc vous attend à la fin. Dans une ville française où les pavés luisent encore sous la pluie matinale, l'air est lourd, saturé d'une tension que seul un incident peut briser. Élise Moreau, la quarantaine, élégante dans son manteau noir, traverse une rue animée d'un quartier populaire. Ses talons claquent sur le trottoir, un rythme régulier, presque martial, mais son regard est doux, voilé par une fatigue ancienne. Elle s'arrête près d'un arrêt de bus, sous un platane aux feuilles jaunies, son café à la main, la vapeur s'échappant en volutes fragiles. De l'autre côté de la rue, une scène attire son attention. Un officier de police, Antoine Dubois, grand, imposant, la chemise tendue sur ses épaules, hurle sur un jeune homme, un père visiblement épuisé, dont la voix tremble sous les reproches. À l'arrière de sa vieille Renault, une fillette pleure, ses sanglots aigus perçant le brouhaha de la rue. Les passants ralentissent, jettent un coup d'œil, puis pressent le pas, comme si regarder trop longtemps pouvait les impliquer. Élise, elle, ne bouge pas. Elle observe, le gobelet brûlant serré dans sa main droite, son téléphone dans l'autre, ses doigts crispés, comme retenus par une colère ancienne, enfouie mais jamais éteinte. Antoine, le visage rouge, les veines saillantes sur son cou, pointe un doigt accusateur sur l'homme. Tu crois que la loi, c'est un choix? Crache-t-il, sa voix un mélange de mépris et de rage contenue. L'homme, frêle, les épaules voûtées, tente de répondre. Elle saignait du nez. Je me suis juste arrêté pour prendre de la glace. Il tend une main tremblante, un geste d'apaisement, mais Antoine n'écoute pas. Ses yeux glissent vers la fillette, qui presse un sachet de glace taché de rouge contre son visage. Il ricane, un son sec, presque métallique. Tu penses qu'avoir un gosse te donne des droits spéciaux? La fillette hurle, un cri strident qui fait sursauter un couple de retraités à quelques mètres. Élise incline légèrement la tête, une veine pulse sur sa tempe. Elle ne bouge pas, mais son regard change. Ce n'est plus celui d'une passante, c'est celui d'une femme qui a vu trop de scènes comme celle-ci, qui sait qu'ignorer, c'est trahir. À côté, Marie, une boulangère d'une cinquantaine d'années, sort de sa boutique, un tablier blanc taché de farine sur les hanches. Elle s'arrête près d'un kiosque à journaux, ses yeux passant de l'officier à Élise. C'est encore lui, murmure-t-elle, sa voix basse mais tranchante. L'année dernière, il a poussé un lycéen contre ce trottoir. Le gamin s'est cogné la tête, juste pour avoir répondu pendant une fouille. Ses mots tombent comme des éclats de verre. Élise ne répond pas, ne hoche pas la tête. Elle fixe Antoine, qui sort maintenant son carnet de contravention, un geste rapide, presque mécanique, comme s'il l'avait fait 1000 fois. Il se penche sur le capot de la voiture, griffonne, tout en marmonnant. « Vous croyez qu'on peut faire ce qu'on veut, hein ?» Il s'approche de la fillette, se baisse à sa hauteur. Elle recule, laisse tomber son sachet de glace, qui éclate sur le sol. Le père, paniqué, s'interpose. « S'il vous plaît, ne lui faites pas peur. On part tout de suite. » Sa voix se brise, un mélange de honte et de peur. Élise appuie doucement sur l'écran de son téléphone. L'enregistrement commence. L'image capture le reflet déformé d'Antoine dans la vitre de la voiture, sa silhouette massive, penchée comme un prédateur. Il ne la voit pas. Il ne voit qu'un homme terrifié et une enfant en pleurs. Élise ajuste l'angle, sa main ferme, son visage impassible. Le gobelet de café se déforme sous la pression de ses doigts, le plastique craque légèrement. Le soleil de midi éclaire la tête d'Antoine, créant un halo terni, comme une auréole usée par le temps. Une brise passe, l'odeur amère du café flotte dans l'air. Les sanglots de la fillette, le déchirement du papier de la contravention, le clic discret de la caméra d'Antoine qu'il désactive d'un geste rapide, tout se mêle dans un instant suspendu. Élise tourne la tête vers Marie, qui secoue légèrement la tête, comme si elle avait vu cette scène trop souvent. « C'est toujours pareil, » murmure-t-elle avant de rentrer dans sa boutique. La fillette tape sur le klaxon,
un son aigu qui fait sursauter les passants. Antoine pivote, furieux. J'ai dit d'éteindre ce klaxon, gronde-t-il, avançant d'un pas menaçant. Le père ferme la portière précipitamment, protégeant sa fille. Élise reste immobile, son téléphone toujours en main, son regard rivé sur Antoine. Pendant près de 2 minutes, elle filme en silence, son pouce écrasant le couvercle du gobelet jusqu'à ce qu'il se fissure. Le café brûlant coule sur ses doigts, mais elle ne cille pas. La vidéo, qui deviendra bientôt virale, capture tout. Les cris, le mépris dans les yeux d'Antoine, sa main posée sur son holster sans raison. Élise ne voit pas seulement avec ses yeux, elle voit avec sa mémoire. Elle a déjà vu des hommes comme lui. À 16 ans, un officier l'avait humilié devant son petit frère, juste pour un vélo sans antivol. Ce jour-là, elle avait juré que ce serait la dernière fois. Un jeune homme, Lucas, étudiant en journalisme, passe à vélo. Il s'arrête, intrigué par la tension dans l'air. Il sort son téléphone, filme lui aussi, mais à distance, son regard oscillant entre curiosité et indignation. « C'est quoi, ce bordel ?» murmure-t-il, zoomant sur le visage d'Antoine. Une femme, la trentaine, s'approche d'Élise, hésitante. « Il se passe quelque chose, madame ?» Élise secoue légèrement la tête, sans quitter Antoine des yeux. « Juste une vieille histoire qui va se terminer, » répond-elle, sa voix basse, presque un murmure. Elle continue de filmer, pas pour réclamer justice immédiate, mais pour collecter des preuves précises, implacables. Le café a taché l'ourlet de son chemisier blanc, mais elle ne l'essuie pas. Ses yeux restent fixés sur Antoine, dont la silhouette massive semble occuper tout l'espace, comme s'il se croyait roi de cette rue. Soudain, Antoine se tourne vers elle. Le soleil frappe sa joue, illuminant une cicatrice discrète sous son œil gauche. Il la fixe, avance lentement, comme un loup traquant une proie. « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» grogne-t-il. Il aperçoit le téléphone. « Éteins ça !» J'ai dit « Éteins ce foutu truc !» Sa voix n'est pas une demande, c'est un ordre, celui d'un homme habitué à ce qu'on obéisse, surtout une femme noire, seule, sans uniforme. Mais Élise ne bouge pas. Son téléphone continue de filmer. « Je filme un officier public dans l'exercice de ses fonctions. C'est légal, » répond-elle, sa voix claire, ferme, chaque mot comme une pierre polie. Antoine plisse les yeux, un silence passe, puis il éclate d'un rire brutal, laid, chargé de mépris. « Ici, c'est moi la loi, » dit-il, bombant le torse, comme s'il jouait dans un mauvais film policier. En un instant, sa main fend l'air, rapide, précise. La gifle claque, un son sec, comme une branche qui se casse. La tête d'Élise bascule légèrement sur la droite. Ses cheveux glissent sur son visage. Son téléphone tombe sur le trottoir, l'écran tremblant, mais toujours en marche. Antoine se fige, sa main suspendue, son souffle court. Élise ne crie pas, ne s'effondre pas. Elle reste debout, immobile, comme une statue. Une goutte de sang perle à la commissure de ses lèvres, coule lentement sur son menton, tache son chemisier. Son regard, toujours le même, ne vacille pas. Froid, aiguisé, comme une lame sortie de son fourreau. Lucas, à quelques mètres, filme toujours, son souffle coupé. Marie, depuis l'entrée de sa boutique, laisse tomber un plateau de croissants. Le bruit métallique résonne dans la rue. Antoine se baisse, ramasse le téléphone d'Élise, vérifie qu'il enregistre encore. Il le lui tend, un rictus au coin des lèvres. Élise essuie sa bouche d'un revers de main, sans le regarder. « Envoyez cette vidéo à mon avocat, s'il vous plaît. » dit-elle à Lucas, chaque syllabe claire, comme un verdict. Antoine recule d'un demi-pas, pas par regret, mais parce qu'elle n'a pas réagi comme il s'y attendait. Il est habitué aux cris, aux pleurs, aux excuses. Mais ces 8 mots, prononcés sans colère, le déstabilisent plus qu'un éclat. La foule commence à revenir, attirée par le bruit de la gifle. Une femme blanche sort son téléphone. Un adolescent, attablé à un café, active sa caméra. Personne ne parle, mais tous filment. Antoine réalise qu'il n'est plus l'autorité dans cette scène. Il est le sujet. Élise ajuste ses cheveux, sa joue gauche encore rouge, mais sa posture reste droite, inébranlable. Elle ne regarde plus Antoine,
comme s'il ne méritait plus d'espace dans son champ de vision. Elle s'éloigne, ni pressée ni traînante, ses pas réguliers, comme une horloge qui marque le temps d'un jugement imminent. Une brise soulève l'ourlet de son chemisier, la tache de sang comme une signature. La gifle n'a pas laissé une blessure, elle a laissé une preuve. Antoine regarde autour de lui, mais aucun regard ne croise le sien. Les hochements de tête complices qu'il recevait autrefois ont disparu. Les téléphones levés, comme des yeux fixes, ne sillent pas. L'ordre qu'il croyait imposé s'effrite, brisé par sa propre main. 40 minutes plus tard, Lucas poste la vidéo sur TikTok, avec une légende simple. Il l'a giflée, elle n'a rien dit, mais la caméra tournait. Pas de hashtag, pas de musique dramatique, juste les 30 premières secondes. Le geste violent, le claquement, la tête d'Élise qui bascule, le sang qui coule, et ce regard, pas celui d'une victime, mais celui de quelqu'un qui a déjà gagné. La vidéo explose, partagée par des milliers de personnes. Les commentaires fusent. Elle aurait dû riposter, disent certains. Mais d'autres, plus âgés, des activistes, des femmes, partagent avec une émotion complexe, entre rage et admiration. Elle n'a pas besoin de frapper, écrit une femme. Elle a juste besoin de filmer. En 4 heures, la vidéo atteint 200 000 partages. Le hashtag La Justice pour Élise grimpe dans les tendances. Personne ne connaît son nom, mais tous savent qu'une femme a pris une gifle en public et, au lieu de s'effondrer, a regardé son agresseur comme si elle décidait de l'heure de sa chute. Dans un café à quelques rues, Marie regarde la vidéo sur son téléphone, les mains tremblantes. Elle hésite, puis la partage à son tour, ajoutant un commentaire. J'ai vu cet homme faire pire. Cette fois, il a choisi la mauvaise personne. Lucas, rentré chez lui, édite une deuxième version, sans musique, juste la séquence brute. Antoine qui hurle, la gifle, le visage d'Élise qui se redresse, le sang et ce sourire, à peine esquissé, comme si elle savait quelque chose que le monde ignorait encore. Cette image devient une icône. Les légendes affluent. Elle n'a pas riposté, elle a enregistré. Une gifle bon marché, un silence qui coûte cher. La vidéo, comme une vague, submerge les réseaux, les journaux, les conversations. Antoine, inconscient de la tempête, retourne à son poste, riant avec ses collègues, certain que cette histoire s'éteindra comme les autres. Mais Élise, dans l'ombre, tient déjà les fils d'un jugement qui ne pardonnera pas. La lumière crue d'un néon éclaire le bureau d'Élise Moreau, une pièce austère au 5e étage de la préfecture. Les murs, d'un beige délavé, portent encore les marques des affiches arrachées par un précédent occupant. Une pile de dossiers s'entasse sur son bureau, certains jaunis par le temps, d'autres marqués d'un tampon rouge. Confidentiel. Élise, assise, fixe l'écran de son ordinateur, où la vidéo de l'incident joue en boucle, sans le son. Le claquement de la gifle, elle n'a pas besoin de l'entendre. Il résonne encore dans sa mâchoire, dans ses tempes, dans ce coin de son esprit qu'elle réserve aux injustices qu'elle n'oublie jamais. Dehors, la ville gronde. Les klaxons, les voix, le bruit des pas précipités sur les pavés humides montent jusqu'à sa fenêtre entr'ouverte. Elle ne regarde pas dehors. Elle sait ce qui s'y passe. Des pancartes, des hashtags, des caméras. La vidéo, postée par Lucas il y a moins de 24 heures, a déjà dépassé le million de vues. Justice pour Élise inonde les réseaux sociaux, un cri numérique qui secoue les fondations de la ville. Élise ajuste ses lunettes, ses doigts effleurant la monture en métal. Sa joue gauche, encore marquée d'une légère rougeur, trahit la violence d'hier. Elle n'a pas couvert la trace avec du maquillage, elle n'a pas cherché à la cacher. C'est une preuve, une cicatrice temporaire qui parle plus fort que des mots. Elle clique sur la vidéo, l'arrête sur l'instant où Antoine Dubois lève la main. Son visage, figé sur l'écran, est celui d'un homme qui n'a jamais douté de son pouvoir. Élise ferme les yeux un instant, respire profondément, l'odeur du papier ancien et de l'encre emplissant ses poumons. Elle n'a pas dormi, pas par colère, mais par calcul. Chaque minute, depuis la gifle, a été consacrée à une seule chose, démonter, pièce par pièce, l'arrogance d'Antoine. Elle rouvre un dossier, une plainte anonyme datant de 3 ans,
déposés contre un officier non identifié. Les mots, écrits à la main, décrivent une scène étrangement familière. Un homme poussé contre un mur, un genou dans les côtes, une insulte raciale murmurée à l'oreille. Pas de nom, pas de preuve, mais Élise sait. Elle sent, au creux de son ventre, que c'est lui. Dans la rue, la tempête prend forme. Une manifestation spontanée s'est formée devant la préfecture, une marée humaine de jeunes, d'activistes, de passants indignés. Lucas, l'étudiant en journalisme, est là, son téléphone à la main, filmant les pancartes où s'étalent des slogans. La loi n'est pas une arme, plus jamais ça. Il tweet en direct, ses doigts tapant frénétiquement. Ils protègent leur propre bourreau. Justice pour Élise. Une femme, la trentaine, brandit une affiche où une main rouge, symbole de la gifle, est barrée d'un trait noir. À côté, Marie, la boulangère, hésite à rejoindre la foule. Elle tient un mégaphone, prêté par un voisin, mais sa voix tremble. Elle a vu trop de manifestations s'éteindre sous les gaz lacrymogènes, trop de cris étouffés par l'indifférence. Pourtant, elle avance, pousse un cri rauque. On ne se taira pas. La foule reprend, un chœur désordonné mais puissant, comme un orage qui éclate après des jours de silence. À l'intérieur de la préfecture, l'ambiance est différente, étouffée, presque clinique. Les couloirs sentent le désinfectant et le café froid. Clément, un officier vétéran aux cheveux gris, frappe à la porte d'Élise. Il entre sans attendre, son uniforme impeccablement repassé, mais ses yeux trahissent une fatigue ancienne. « Ils veulent que tu calmes le jeu, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Élise lève les yeux, un sourire léger, presque ironique, sur les lèvres. « Il » demande-t-elle, bien qu'elle connaisse la réponse. Clément soupire, s'assoit sans y être invité. Sophie, la directrice administrative, et les autres, en haut. Ils disent que ça fait désordre. Sophie, une femme ambitieuse, la quarantaine, toujours en tailleur bleu marine, a gravi les échelons grâce à sa capacité à étouffer les scandales. Elle a déjà envoyé 3 emails à Élise, tous polis, tous pressants. Il faut une déclaration apaisante. Élise n'a pas répondu. Elle sait que le silence est une arme, parfois plus tranchante qu'un discours. Clément pose une main sur le bureau, ses doigts calleux, effleurant un dossier. « Tu vas le faire tomber, hein » demande-t-il, un mélange de respect et d'inquiétude dans la voix. Élise ne répond pas tout de suite. Elle ouvre un autre dossier, une photocopie d'un rapport interne. Une vieille affaire, classée sans suite. Un adolescent, poussé au sol par un officier, un bras cassé, une plainte retirée sous pression. Le nom d'Antoine n'apparaît pas, mais les détails, l'heure, le lieu, la description de l'officier, forment un puzzle qu'Élise assemble depuis des années. « Ce n'est pas une question de le faire tomber, » dit-elle enfin, sa voix calme mais lourde, comme une sentence. « C'est une question de vérité. » Clément hoche la tête, mais ses épaules s'affaissent. Il a vu trop de vérités étouffées par des compromis. Dehors, la manifestation grossit. Les pancartes se multiplient, les voix s'unissent. Lucas filme une femme d'une 50aine d'années, Fatima, qui parle à la foule. Ses cheveux gris sont noués en un chignon serré, ses mains tremblent, mais sa voix porte loin. « Il m'a insulté il y a 5 ans, » dit-elle, les yeux brillants de larmes contenues. « Il m'a dit que je n'avais rien à faire ici, dans mon propre pays. » Elle ne nomme pas Antoine, mais tous comprennent. La foule murmure, certains crient, d'autres pleurent. Lucas zoome sur son visage, capture la douleur brute, intacte malgré les années. Il poste la vidéo, ajoutant « Elle aussi, combien d'autres ?» Justice pour Élise. En quelques minutes, la vidéo atteint des milliers de vues, amplifiant la colère collective. Dans son bureau, Élise reçoit un appel. C'est Paul, un conseiller municipal, un homme au costume toujours trop grand, dont la voix mielleuse cache mal son agacement. « Madame Moreau, il faut désamorcer, » dit-il sans préambule. « Cette histoire nuit à l'image de la ville. Vous savez comment sont les médias. »
Élise écoute immobile, son regard fixé sur une fissure dans le mur. L'image de la ville, répète-t-elle, sa voix si basse qu'elle semble venir d'un autre monde. Et l'image d'une femme giflée en pleine rue? Paul bredouille, cherche ses mots. Ce n'est pas ce que je veux dire. On peut trouver un terrain d'entente, une suspension, peut-être. Élise coupe l'appel sans répondre. Elle n'a pas besoin de terrain d'entente. Elle a des preuves, des dossiers, une vidéo. Et plus important encore, elle a la patience. Sophie entre dans le bureau sans frapper, ses talons claquant comme un métronome. Élise, il faut parler à la presse, dit-elle, son sourire crispé, comme peint sur son visage. On doit montrer qu'on contrôle la situation. Élise lève les yeux, son regard perçant, presque physique. Contrôler? Répète-t-elle. Vous voulez contrôler une gifle filmée par 10 téléphones. Sophie s'arrête, déstabilisée. Elle s'attendait à une confrontation, pas à cette froideur. On peut limiter les dégâts, insiste-t-elle. Une déclaration, des excuses publiques d'Antoine. Élise secoue la tête, un geste lent, presque théâtral. Il ne s'excusera pas, dit-elle. Et même s'il le faisait, ça ne changerait rien. Sophie fronce les sourcils, mais Élise ne lui laisse pas le temps de répondre. « Sortez, s'il vous plaît, j'ai du travail. » Sophie partit, Élise ouvre un tiroir, en sort une vieille lettre, jaunie, froissée, une plainte anonyme, écrite à l'encre noire, d'une écriture tremblante. Elle décrit un officier, grand, blond, une cicatrice sous l'œil gauche, qui a frappé un homme sans raison dans une ruelle sombre. La plainte n'a jamais été traitée. Élise la pose à côté de la vidéo, comme une pièce de puzzle manquante. Elle sait que ce n'est que le début. Antoine n'est pas un incident isolé. Il est le symptôme d'un système qui ferme les yeux, qui rédige des rapports pour mieux les enterrer. Elle tape un email, rapide, précis, adressé au directeur des affaires internes. Demande d'ouverture d'enquête sur l'officier Antoine Dubois, dossier joint. Elle attache les scans des plaintes, la vidéo, un rapport qu'elle a rédigé la nuit dernière. Elle clique sur « Envoyer », le son du clic résonnant comme un marteau sur une enclume. Dehors, la manifestation atteint son apogée. Les CRS forment un cordon, leur bouclier reflétant le soleil couchant. Marie, son mégaphone à la main, hurle « La justice, c'est pour tous, pas pour quelques-uns ». La foule reprend, un cri qui fait trembler les vitres. Lucas filme, ses mains moites, son cœur battant. Il sait qu'il a allumé une mèche, mais il ignore jusqu'où elle brûlera. Fatima, à ses côtés, murmure une prière, ses doigts serrant un chapelet usé. Elle ne parle plus, mais ses yeux disent tout, la peur, la colère, l'espoir. La vidéo de Lucas est reprise par des chaînes nationales, des journaux, des blogs. Les éditorialistes parlent d'un scandale républicain, d'un affront à l'égalité. Les mots liberté, égalité, fraternité sont invoqués, brandis comme une arme par ceux qui exigent des comptes. Antoine, dans un vestiaire de la caserne, regarde son téléphone. La vidéo est partout. Son visage, sa main levée, son rictus. Il tente d'appeler un collègue, mais personne ne répond. Il envoie un message à son supérieur. C'était un accident, elle m'a provoqué. Pas de réponse. Il jette son téléphone contre le mur, l'écran se fissure. Il sait qu'il a perdu quelque chose, mais il ne comprend pas encore quoi. Il croit encore que son uniforme le protégera, que ses années de service effaceront cette tâche. Il ignore qu'Élise, dans son bureau, a déjà posé la première pierre de sa chute. Elle n'a pas besoin de crier, de manifester, de hurler. Elle a les dossiers, les preuves, et un silence plus lourd qu'un millier de pancartes. Le bureau d'Élise Moreau, baigné par la lumière pâle d'un matin brumeux, semble figé dans le temps. Les dossiers s'amoncellent toujours sur la table, mais leur chaos a laissé place à un ordre méthodique, chaque papier aligné comme les pièces d'un échiquier. Élise, en tailleur gris, ses cheveux tirés en un chignon impeccable, relit un rapport final. Ses lunettes glissent légèrement sur son nez, mais elle ne les ajuste pas. Son regard est ailleurs, fixé sur un point invisible, là où les souvenirs et les décisions se croisent. La gifle d'Antoine Dubois, capturée il y a une semaine, n'est plus seulement un incident. C'est une fissure dans le mur d'un système qu'elle a juré de réformer,
un mur qu'elle frappe avec une précision froide, implacable. Dehors, la ville respire un calme précaire. Les manifestations se sont calmées, mais les pancartes, les hashtags, les murmures persistent. Justice pour Élise n'est plus un cri, c'est un écho, un rappel constant que le silence n'est plus une option. Antoine, convoqué ce matin, attend dans une salle austère au rez-de-chaussée de la préfecture. Il est en civil, une chemise mal repassée, les épaules voûtées, comme si son uniforme, suspendu quelque part dans une armoire, lui manquait déjà. Ses mains, posées sur ses cuisses, tremblent légèrement. Il ne les remarque pas. Il fixe la porte, un rectangle de bois verni, comme si elle allait s'ouvrir sur une rédemption. Mais il sait, au fond, que ce rendez-vous n'est pas une formalité. Élise l'attend, et cette pensée le ronge. Il revoit son visage, ce jour-là, sur le trottoir, ce regard qui ne sciait pas, même après la gifle. Il avait cru la briser. Il avait cru qu'elle baisserait les yeux, comme tant d'autres avant elle. Mais elle était restée debout, immobile, un mur de silence plus lourd que 1000 reproches. Il murmure, pour lui-même, « Elle m'a provoqué ». Les mots sonnent creux, même à ses propres oreilles. Dans le couloir, Clément, l'officier vétéran, passe sans s'arrêter. Il jette un regard à Antoine, un mélange de pitié et de dédain. « Bonne chance !» marmonne-t-il, sans ralentir. Clément a vu trop de carrières s'effondrer, mais celle-ci, il l'a senti venir. Il a lu les dossiers qu'Élise a exhumés, des plaintes, des rapports, des témoignages, tous pointant vers Antoine, une mosaïque de brutalité jamais sanctionnée. Clément, fidèle à la police depuis 30 ans, n'aime pas Élise. Pas parce qu'elle a tort, mais parce qu'elle force tout le monde à regarder la vérité en face. Et la vérité, dans ces couloirs, est une invitée gênante. Élise, dans son bureau, referme le dossier. Elle se lève, lisse son tailleur, ajuste son chignon. Chaque geste est précis, presque rituel. Elle descend l'escalier, ses talons claquant sur le marbre, un son régulier, comme une horloge marquant l'heure du jugement. La salle où Antoine attend est petite, les murs nus, une table en métal au centre, 2 chaises. Élise entre, un dossier sous le bras, son visage impassible. Antoine se redresse, tente un sourire, mais il s'efface vite. « Madame Moreau », commence-t-il, sa voix rauque, mal assurée. Élise pose le dossier sur la table, s'assoit, croise les mains. « Officier Dubois », dit-elle, sa voix claire, sans émotion. Elle ne l'invite pas à parler. Elle attend. Antoine s'agite sur sa chaise, ses doigts tapotant la table. « Écoutez, c'était un moment de stress. J'ai perdu mon calme. Je m'excuse. » Les mots sortent précipités, comme s'il les avait répétés devant un miroir. Élise incline légèrement la tête, un geste si discret qu'il pourrait passer inaperçu. Mais Antoine le voit, et il sait qu'il n'a pas convaincu. « Vous vous excusez », répète-t-elle, chaque syllabe pesée, comme une pierre lancée dans un lac. « Pour la gifle, ou pour les 5 plaintes déposées contre vous en 7 ans. » Antoine blêmit. Ses mains s'immobilisent. Il ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Élise ouvre le dossier, en sort une feuille, la pose devant lui. Une plainte, datée de 3 ans, signée par une certaine Fatima. Une femme, insultée, menacée, poussée contre un mur. « Vous vous souvenez d'elle » demande-t-elle, son regard perçant, comme un scalpel. Antoine secoue la tête, un geste trop rapide, presque enfantin. « Je ne... C'était pas moi. Il n'y a pas de preuves. » Élise sort une autre feuille, puis une autre. Des témoignages, des rapports, des descriptions. Un officier blond, une cicatrice sous l'œil, une voix qui crache des insultes comme des balles. « Pas de preuves » répète-t-elle, un sourcil levé, un sourire froid au coin des lèvres. Antoine regarde les documents, ses mains se crispent, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. « Vous essayez de me faire tomber » murmure-t-il, sa voix tremblante, mais teintée de défi. Élise se penche légèrement, son regard ne vacille pas. « Vous êtes déjà tombé, Antoine. Vous l'étiez dès l'instant où vous avez levé la main. » Le silence s'installe, lourd, presque palpable. Dehors, une sirène passe, lointaine, comme un rappel du monde qui continue.
Élise referme le dossier, se lève. Vous serez suspendu en attendant l'enquête. Elle prononce ces mots sans colère, sans triomphe. C'est une constatation, un verdict qu'elle n'a pas besoin de hausser le ton pour rendre réel. Antoine se lève d'un bond, renverse sa chaise. Vous ne pouvez pas faire ça, j'ai des années de service, des médailles. Élise ne répond pas. Elle sort, referme la porte derrière elle, le claquement du bois résonnant comme un point final. Dans la rue, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Lucas, toujours à l'affût, tweet. Antoine Dubois suspendu. Ta justice pour Élise gagne. La vidéo de Fatima, postée il y a 2 jours, refait surface, partagée par des milliers de personnes. Fatima, qui n'avait jamais osé parler publiquement, devient une voix, un visage. Elle marche dans la foule, une pancarte à la main. La peur ne gagne pas. Marie, la boulangère, la serre dans ses bras, les larmes aux yeux. Tu l'as fait, murmure-t-elle. Fatima secoue la tête. C'est elle, dit-elle, pointant un écran où passe une photo d'Élise prise à son insu, son regard fixe, sa joue encore marquée. La foule scande son nom, un chant rythmé, presque sacré. Mais dans les couloirs de la préfecture, l'ambiance est différente. Sophie, la directrice administrative, convoque une réunion d'urgence. Elle arpente la salle, son tailleur bleu marine impeccable, mais ses mains trahissent son agacement, triturant un stylo. On doit limiter les dégâts, dit-elle, sa voix tranchante. Cette affaire divise la ville. Paul, le conseiller municipal, hoche la tête, son costume froissé contrastant avec son ton mielleux. On peut proposer une médiation, des excuses publiques, une réintégration discrète d'Antoine. Les autres acquiescent, sauf Clément, qui reste silencieux, son regard fixé sur la table. Il pense à Élise, à son calme, à sa façon de transformer une gifle en une arme. Il sait qu'elle ne s'arrêtera pas. Élise, de retour dans son bureau, reçoit un appel. C'est le directeur des affaires internes, un homme discret, presque invisible dans la hiérarchie. Vous avez fait du bon travail, dit-il, sa voix neutre. Mais vous savez ce que ça signifie. Élise hoche la tête, même s'il ne peut pas la voir. Elle sait. Elle a toujours su. Chaque dossier qu'elle ouvre, chaque vérité qu'elle expose, la pousse un peu plus loin de ceux qui préfèrent le silence. Ses collègues murmurent dans son dos, certains avec respect, d'autres avec méfiance. Elle est devenue une figure, mais aussi une cible. Elle ferme les yeux, inspire l'odeur du papier, du café froid, de la ville qui s'infiltre par la fenêtre. Elle n'a pas besoin de leur approbation. Elle a besoin de justice. Quelques jours plus tard, Antoine remet sa démission. Une lettre brève, tapée à la hâte, sans excuse, sans remords. Il disparaît de la ville, son nom effacé des registres, mais pas des mémoires. La vidéo, toujours en ligne, devient un symbole, étudié dans les écoles de journalisme, cité dans les débats sur la responsabilité des institutions. Élise, elle, refuse les interviews. Elle ne veut pas être une héroïne. Elle veut être une fonctionnaire, une femme qui fait son travail, qui aligne les preuves comme des pierres pour construire un avenir où une gifle ne reste pas impunie. Un matin, Élise s'adresse à une promotion de jeunes cadets dans une salle aux murs ornés de drapeaux tricolores. Elle ne parle pas de la gifle, ni d'Antoine, ni des dossiers. Elle parle de devoir, de retenue, de la responsabilité d'un uniforme. Le respect, dit-elle, sa voix claire, portée par une conviction ancienne, ne s'achète pas avec un grade, il se gagne par vos actes. Les cadets l'écoutent, certains impressionnés, d'autres mal à l'aise. À la sortie, une plaque est dévoilée, gravée d'une phrase qu'elle a proposée. Le respect ne s'achète pas par le grade, mais par la retenue. Élise la regarde, sans sourire, sans larmes. Elle ajuste son manteau, sort dans la ville, ses talons claquant sur les pavés, un rythme régulier, comme une promesse qu'elle tiendra toujours. L'histoire d'Élise Moreau, dans L'écho d'un geste, n'est pas seulement celle d'une gifle capturée par une caméra,
mais un miroir tendu à la société française, où les valeurs de justice, d'égalité et de responsabilité résonnent avec une force intemporelle. En tant que Française, cette histoire touche des cordes sensibles, ancrées dans notre culture qui chérit la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, tout en confrontant les failles d'un système qui parfois trahit ses idéaux. À travers Élise, Antoine et les personnages secondaires comme Marie, Lucas ou Fatima, l'histoire révèle des vérités universelles sur le pouvoir, la vérité et la résilience, offrant des leçons précieuses pour notre quotidien. D'abord, Élise incarne la force du silence. Dans une société où l'émotion explosive est souvent valorisée, son calme face à la violence d'Antoine est une leçon d'élégance et de maîtrise. En France, où la retenue est une forme d'art, Élise nous rappelle que la puissance ne réside pas toujours dans les cris, mais dans une détermination froide, calculée. Lorsqu'elle filme l'incident, malgré la douleur et l'humiliation, elle choisit la preuve plutôt que la vengeance. Cette retenue m'inspire à réfléchir avant d'agir, à privilégier la réflexion sur l'impulsion. Dans ma vie, face à une injustice, qu'il s'agisse d'une remarque blessante au travail ou d'un conflit personnel, je peux choisir de répondre avec des faits, de construire une réponse solide plutôt que de céder à la colère. Élise nous enseigne que la justice, comme un bon vin, demande du temps et de la patience pour révéler sa force. Ensuite, l'histoire met en lumière le pouvoir de la vérité amplifié par la technologie. La vidéo, capturée par Élise et partagée par Lucas, devient une arme contre l'injustice. Dans la culture française, où les débats sur la transparence et la responsabilité des institutions sont monnaie courante, cette histoire résonne comme un appel à la vigilance. Les réseaux sociaux, souvent critiqués pour leur superficialité, se transforment ici en un outil de justice, un écho moderne des pamphlets des Lumières. Cette leçon m'incite à utiliser la technologie de manière responsable. Que ce soit en partageant une information vérifiée ou en dénonçant une injustice, je peux, à mon échelle, contribuer à un monde plus équitable. Cela me pousse à réfléchir à l'impact de mes publications, à m'assurer qu'elles servent une cause juste, comme Lucas l'a fait en amplifiant la voix d'Élise. Le personnage d'Antoine, quant à lui, est un avertissement. Son arrogance, nourrie par des années d'impunité, reflète une dérive du pouvoir que l'on retrouve dans bien des sphères, police, politique, entreprise. En France, où l'autorité est respectée mais souvent questionnée, Antoine incarne ce moment où l'uniforme devient un bouclier, protégeant l'ego plutôt que le citoyen. Sa chute, inévitable, nous rappelle que personne n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui les font respecter. Cette leçon s'applique à ma vie quotidienne. Je dois rester humble, conscient que mes actions, même petites, ont des conséquences. Si je dirige une équipe ou prends une décision, je dois m'assurer qu'elle repose sur la justice, pas sur un sentiment de supériorité. Antoine nous montre que l'arrogance est une chute en attente. Les personnages secondaires, comme Marie et Fatima, enrichissent cette réflexion. Marie, la boulangère, hésite avant de partager la vidéo, mais son courage, bien que discret, change le cours de l'histoire. Elle incarne cette France du quotidien, celle des gens ordinaires qui, par un petit geste, peuvent faire basculer l'équilibre. Fatima, en brisant son silence, donne une voix aux victimes oubliées. Leur courage me pousse à ne pas rester spectateur face à l'injustice. Même un acte simple, un mot, un partage, un soutien, peut avoir un impact. Dans ma vie, je peux m'inspirer de leur exemple, écrire à un élu, signaler un abus, ou simplement écouter quelqu'un qui a besoin d'être entendu. En France, où la solidarité est une valeur forte, ces gestes du quotidien sont les briques d'une société plus juste. Enfin, l'isolement d'Élise, à la fin de l'histoire, est une leçon douce amère. Elle gagne, mais à quel prix? Ses collègues la respectent, mais la craignent. Elle devient une figure, mais aussi une étrangère dans son propre système. Cela reflète une réalité française. Ceux qui osent défier l'ordre établi, même pour le bien commun, paient souvent un tribut social. Cette leçon me rappelle que faire ce qui est juste peut être solitaire, mais nécessaire. Dans ma vie, je dois accepter que certaines décisions,
défendre une cause, dire non à une injustice peuvent me mettre à l'écart. Mais, comme Élise, je peux trouver du sens dans l'intégrité, dans la certitude d'avoir agi selon mes valeurs. En somme, l'écho d'un geste est un appel à l'action, à la vigilance, à la retenue. Il nous rappelle que la justice n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne, forgée par des choix, des silences, des vérités. Dans une France où les débats sur l'égalité et la responsabilité rythment la vie publique, cette histoire nous pousse à être des acteurs, pas des spectateurs. Élise, par son calme et sa détermination, nous montre que chacun, à son échelle, peut changer le cours des choses. Pour moi, cela signifie écouter, agir et ne jamais fermer les yeux, même lorsque c'est plus facile. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors agissez. Cliquez sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien à la justice et à la vérité. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues. Chaque partage est une voix de plus pour le changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui donnent du sens à notre époque. Et laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous inspire, comment vous, à votre manière, pouvez faire écho à ce geste. Ensemble, faisons résonner la justice, un clic à la fois,